Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamedou Oumfa. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur les missions de paix au Sahel, notamment la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, dont le mandat s'achève le 30 juin prochain. À suivre le reportage de notre correspondant sur le débat qui agite l'opinion publique malienne à propos du mandat de la MINUSMA. Notre invité Niagale Bakayoko, experte en questions de sécurité, analysera le bilan, les forces et les faiblesses de la dite mission. Nous vous emmènerons également au Burkina Faso à la découverte de certaines personnes déplacées, victimes d'exploitation à des fins politiques et économiques. À suivre aussi la belle histoire d'un entrepreneur qui a offert un château d'eau à un village du Mali après avoir écouté un reportage du service Bambara de la VOA sur la pénurie d'eau dans le dit village. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Cette émission est diffusée en direct sur la page Facebook de VOA Afrique. Le 29 juin 2022, le Conseil de sécurité de l'ONU avait décidé de renouveler pour une année supplémentaire le mandat de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. La mission de cette force onusienne n'a toujours pas fait l'unanimité au Mali, alors que son mandat arrive à terme le 30 juin prochain. Notre correspondant Mohamed Danyoko a demandé à quelques habitants de Bamako ce qu'ils pensent de la mission onusienne, notamment de l'éventuelle prolongation de son mandat. Voici son reportage. Au son de vuvuzela et brandissant des pancartes au message explicite, plusieurs centaines de personnes à l'appel du mouvement Yerawolo debout sur les remparts ont, le 28 avril dernier, pris d'assaut le palais de la culture Amadou Ampateba. Objectif, demander le départ pur et simple de la MINUSMA. Nous sommes là aujourd'hui d'abord pour dénoncer la MINUSMA dans ses pratiques nuisibles envers le Mali. Nous sommes là pour demander le départ pur et simple de la MINUSMA. Vu qu'elle est là, elle ne nous apporte pas de bonheur, elle ne résout pas notre problème et pire que ça, elle se transforme aussi en un problème, en une charge et elle se transforme en un élément au service des ennemis du pays pour nous déstabiliser. Donc nous sommes venus demander son départ. Si, à la vue des nombreux drapeaux russes brandis par les manifestants contre la présence de la MINUSMA, l'on devine le partenaire qu'ils estiment nécessaire au Mali dans la lutte contre le terrorisme. Pour Omar Konaté, observateur de la scène politique, l'équation n'est pas si simple. La MINUSMA aujourd'hui est un mal nécessaire pour le Mali. Nous avons vu certaines forces partir. Cet impact est pour le moment invisible. Et si on le fait avec la MINUSMA, est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à combler les vides? Voilà la question qu'on se pose. Donc, le départ ou le maintien pour toute analyse aujourd'hui demeure une question complexe. Compte tenu de la situation sécuritaire du pays qui n'a pas connu une grande amélioration depuis 10 ans, certains estiment que la MINUSMA doit aller au-delà de sa mission d'appui à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation ainsi que la transition politique. Et revoir sa stratégie de lutte contre le terrorisme et revoir un peu ses missions. Sinon, si elle rentre aujourd'hui, ça prouve qu'elle a échoué, la communauté internationale a échoué au Mali. Parce que jusqu'ici, le Mali ne s'est pas stabilisé. Donc en laissant un pays dans le sang et dans le feu, ça prouve que l'ONU a échoué au Mali. Donc elle doit rester. Le 25 mai dernier, une forte mobilisation a encore eu lieu au Palais des Sports à Bamako pour demander le départ de la MINUSMA. Quant aux autorités de la transition, elles ne se sont pas encore clairement prononcées sur la question. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Nous avons avec nous en ligne depuis Bamako l'auteur de ce reportage. Il s'agit de Mohamed Danyoko. Salut Mohamed.
Bonsoir, Umfa, bonsoir. On vient de le suivre dans votre reportage. Il y a eu des manifestations contre la MINUSMA. Au-delà de ces manifestations, est-ce que la question du mandat de la MINUSMA est un sujet qui préoccupe les Maliens? Est-ce que c'est un sujet majeur dans votre pays? Oui, il faut dire que la question du mandat de la MINUSMA préoccupe les Maliens, ça c'est un fait. C'est un sujet qui revient fréquemment dans les lieux de rencontres communément appelés ici grains. On en parle, mais il n'y a pas d'unanimité qui se dégage. Mais de là à dire que c'est un sujet majeur, je ne le pense pas. Pas en tout cas comme l'était celui autour du départ de la force française Barkhane. D'ailleurs, l'un des seuls regroupements a organisé des manifestations pour demander le départ de la MINUSMA de cette mission reste Yeraoulou debout sur les remparts, dont nous traitions les manifestations dans ce reportage. Car au moment où Yeraoulou demande le départ, ce sont de nombreux Maliens qui, pour eux, la MINUSMA, au lieu de partir, doit plutôt revoir sa mission, avoir un mandat plus robuste, c'est-à-dire intégrer, n'est-ce pas, ce qui est attendu des Maliens depuis très longtemps, la lutte contre le terrorisme, que ce soit clairement mentionné dans son mandat. Oui, Mohamed, vous avez conclu votre reportage en disant que les autorités de transition ne se sont pas encore prononcées sur le départ ou non de la MINUSMA. Pourquoi ce silence selon vous? Écoutez, Umfa, les autorités ne se sont pas clairement prononcées sur la question, c'est un fait, mais cela ne veut pour autant pas dire qu'entre elle et la mission onusienne, c'est le grand amour. On se souvient qu'après la publication de l'ONU au sujet de Moura, lequel rapport a d'ailleurs fait prendre aux États-Unis des sanctions contre des hauts gradés de l'armée malienne, les autorités de la transition ont annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire contre la MINUSMA parce que, selon elle, la MINUSMA a utilisé des images illégales satellitaires pour l'espionner. Et donc, et bien avant ça aussi, on se souvient, à la mi-avril en 2023, cette année même, et l'attaque de Sévaré, qui a fait 10 civils morts et une soixantaine de blessés, le gouvernement, dans son communiqué, a mis en avant le fait que ce sont les forces armées maliennes qui exclusivement ont mis en déroute les terroristes en neutralisant 28 d'entre eux, alors qu'au même moment, sur la toile, il y avait pas mal de communiqués, pas mal de sorties pour dire que la MINUSMA avait pris une grande part pour repousser les terroristes. Donc tout ça pour dire que oui, les autorités ne se sont pas clairement prononcées sur le maintien ou non de la MINUSMA, mais au regard des griefs qui lui sont faits et les communiqués gouvernementaux en faveur d'une montée en puissance des forces armées maliennes, elle pencherait plutôt pour un départ plutôt qu'un maintien de cette force-là. Merci beaucoup Mohamed Danyoko. Je rappelle que vous êtes correspondant de VOA au Mali. Pour une analyse, je me suis entretenu avec Niagale Bakayoko. Elle est experte en questions de sécurité. C'est la présidente de l'African Security Sector Network. Je lui ai tout d'abord demandé de dresser le bilan de la MINUSMA. Regardez. Cela va faire une dizaine d'années maintenant que la MINUSMA a le mandat, en effet, d'intervenir au Mali. Il faut savoir que ces mandats ont été au fil des années modifiées. Elle avait des missions lors de son premier déploiement qui sont différentes de celles du mandat actuel qui lui porte notamment sur l'accompagnement de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015, sur la protection des civils, notamment dans le centre, et sur l'accompagnement de la transition actuelle. Il est vrai que la MINUSMA, tout comme d'autres acteurs internationaux déployés, a eu du mal à appliquer et à mettre en œuvre les missions qui étaient les siennes, particulièrement en ce qui concerne l'accord de paix, dont la mise en œuvre est quasiment bloquée en raison des différentes réticentes des parties signataires, mais également en raison de la difficulté d'exercer une protection efficace des civils. Il apparaît que la façon dont la MINUSMA s'est
illustrer de la façon la plus efficace et à l'évidence dans les missions d'enquête et d'établissement de fait qui touchent notamment aux violations des droits de l'homme, ainsi que dans la mise en œuvre de projets de base, de proximité, visant à favoriser, si ce n'est la cohésion sociale, en tout cas un plus large accès des populations, notamment du Nord, un certain nombre de services. Effectivement, au Mali, la MINUSMA semble de plus en plus critiquée. Comment expliquez-vous cette opposition d'une bonne partie de l'opinion publique malienne contre la mission onusienne? Alors, il est très important, comme vous le dites, de faire des distinctions au sein de l'opinion publique malienne. Il y a en effet une bonne partie, comme vous l'indiquez, notamment à Bamako, qui apparaît très hostile à cette mission, mais également plus largement à l'ensemble des acteurs occidentaux qui, à l'instar de ce qui s'est produit avec la force française Barkhane ou l'opération européenne Takuba, voire avec le G5 Sahel, sont considérés comme absolument inefficaces dans la lutte contre l'insécurité et les violences sur le territoire malien. Il y a à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi au sein des organisations de la société civile bamakoise, des mouvements de protestation contre la MINUSMA qui sont extrêmement puissants et extrêmement populaires. Mais si l'on regarde ce qui se produit dans les zones de déploiement de la MINUSMA, on s'aperçoit qu'encore très récemment, il y a eu des manifestations pour demander le maintien de la mission, puisque son mandat aujourd'hui est sujet à non-renouvellement potentiel. Oui, non-renouvellement potentiel. Est-ce que ce mandat pourrait ne pas être renouvelé? Si oui, quelles en seraient les raisons? Alors, il y a en effet plus que jamais un risque de ne pas voir renouveler ce mandat et c'est pour cette raison-là que ce qu'on appelle une mission d'évaluation stratégique a été déployée il y a environ 6 mois pour envisager différents scénarios. Le premier envisage un retrait pur et simple. Le deuxième envisage un maintien de la force avec un renforcement de ses moyens, notamment de ses effectifs. Et le troisième envisage sa transformation en bureau politique, cette fois des Nations Unies, à l'instar, par exemple, du bureau des Nations Unies pour le Sahel, qui est situé à Dakar actuellement. Les autorités de la transition malienne sont dans une situation d'ambiguïté, je dis, face à cette question-là, puisque d'un point de vue politique, elles ont très clairement indiqué que la MINUSMA devait se conformer à leurs orientations. Elles ont rappelé qu'elles étaient le pays hôte de la mission et ont notamment imposé des conditions extrêmement strictes en ce qui concerne non seulement sa liberté de mouvement, mais également sa possibilité de mener un certain nombre d'enquêtes en ce qui concerne les droits de l'homme, ce qui constitue une difficulté qui a été aggravée par la publication récente du rapport sur le massacre de Moura qui met en cause de manière extrêmement grave les autorités maliennes et également les partenaires russes, les instructeurs, selon les termes retenus par les autorités maliennes, qui sont déployés avec elles. D'un autre côté, on sait que la MINUSMA est aussi pourvoyeuse d'un certain nombre d'emplois, d'un certain nombre de moyens, notamment pour appuyer certains convois des FAMA, des forces armées maliennes, ce qui est aussi important aux yeux des autorités maliennes. Donc, leur position
position est un peu difficile. Mais il n'y a pas que leur position, que la position des autorités actuelles qui est en cause. Il y a aussi celle de la communauté internationale. On sait que le Conseil de sécurité est aujourd'hui extrêmement divisé, ce qui n'était pas le cas au début de la mission. Est-ce que les 5 membres permanents vont tous soutenir un renouvellement? Cela fait partie des grandes interrogations actuelles. Alors, que pourrait faire la MINUSMA pour avoir un meilleur impact sur le terrain et éventuellement regagner l'adhésion de nombreux Maliens qui la critiquent? Je pense qu'aujourd'hui, ce format d'opération extrêmement lourde d'un point de vue logistique, qui requiert un grand nombre de personnels déployés sur le terrain, bien entendu majoritairement des personnels militaires, mais aussi des personnels policiers, des personnels civils, qui fonctionnent avec des procédures à la fois administratives, organisationnelles, budgétaires, et sans doute en décalage avec le type de conflictualité qu'il s'agit de gérer sur le terrain, où la violence implique très souvent des acteurs très variés, bien sûr dans le cas du Mali, des groupes djihadistes, mais aussi, on le voit, des groupes politico-militaires, puisque c'est son mandat notamment de faire appliquer l'accord de paix entre les groupes armés Touareg et le gouvernement du Mali, des milices d'autodéfense, des acteurs criminels aussi, tout cela dans des contextes où la démocratie peut être remise en cause par différents types d'accession au pouvoir. Donc, à mon avis, au-delà de la MINUSMA, c'est véritablement le format des opérations de paix qui doit être aujourd'hui repensé pour regagner en efficacité. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Rendons-nous maintenant au Burkina Faso, un pays qui compte près de 2 millions de déplacés internes, des personnes ayant pour la majorité fui les violences des bandes armées. Agglutinées dans les grandes villes, certaines d'entre elles se disent victimes d'exploitation de toutes sortes. Notre correspondant Halidou Ouedraogo est allé à leur rencontre. Suivons son reportage. Sans camp de déplacés ni aucune assistance sociale de l'État, les personnes qui ont fui leur localité pour se réfugier à Bobo-Dioulasso vivent dans le dénuement total. Dormant dans les rues, devant les édifices religieux ou bâtiments abandonnés, ils sont la cible de ceux qui veulent profiter de leur calvaire. Il y a certaines personnes qui viennent ici nous proposer de nous aider. Ils enregistrent nos noms et disparaissent. Après, on ne les revoit plus. Pourtant, nous avons des enfants avec nous qui sont dans le besoin. Cette voix que vous venez d'entendre est celle de Dama Bata, 35 ans sonnée avec 4 enfants sans perspective d'avenir. Elle a fait coulerie à 200 km de Bobo-Dioulasso quand les exactions des groupes armés terroristes faisaient rage. Souleymane Diarra, venu de Solenzo, lui en a marre de ces gens qui lui ont vendu trop d'illusions. C'est vrai, beaucoup de personnes sont passées nous voir. Souvent la saison est catastrophique, nos maisons tombent. Beaucoup passent nous demander quelles sont les difficultés qu'on a. On explique tout, mais nous ne voyons rien de concret. Cela s'est passé à plusieurs reprises. Par fini, moi-même je me suis découragé et j'ai dit que je ne vais plus donner mon nom à quelqu'un. Jusqu'à cette année, c'est ce que nous vivons. Cette exploitation des personnes déplacées internes est à plusieurs niveaux, nous dit le journaliste Ouseni Bansé. Évidemment, la situation du pays nécessite la contribution de tous, mais il faut reconnaître qu'il y a de l'abus et de l'exploitation.
notamment des déplacés internes. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de personnes qui s'appuient sur eux, mais au fond, ce n'est qu'un fonds de commerce. On les exploite tout simplement. Si vous prenez le monde des artistes, aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de concerts qu'on organise au nom des déplacés internes pour qui on promet de l'aide. Mais après, vous vous rendez compte que c'est juste pour avoir du public. Nous sommes un après-midi de mai 2023 à l'école Salam. Au moins 500 personnes, majoritairement femmes, sont réunies avec des enfants au dos pour la plupart. La chaleur est accablante. Une distribution de vivres est imminente. C'est une association islamique qui ouvre son cœur pour ces personnes déplacées. Soulakata Salamantao en est le porte-parole. Le don est composé de 10 tonnes de riz et de 3 tonnes de maïs et ce n'est pas tout. D'autres vivres viendront progressivement pour soulager ces personnes déplacées. Occasion pour le président des imams du Grand Ouest d'interpeller le gouvernement sur l'exploitation faite de ces personnes déplacées internes. Il ne faut pas que ça soit un profit, parce que dans chaque chose, les gens créent des situations dedans. On a constaté que beaucoup de personnes s'essaient dans l'humanitaire, alors que d'autres n'ont pas une bonne intention. Tout d'abord, on va leur dire que les difficultés que les autres ont eues, ça peut arriver à tout le monde. Je demande aussi aux autorités de tout faire pour contrôler cette situation. Chaque jour qui passe, voit des images des personnes déplacées qui circulent sur les réseaux sociaux demandant de l'aide intérieure ou extérieure à leur nom. Halidou Ouedraogo, Bobo Dioulasso pour VOA Afrique. À présent, le fait marquant de la semaine, au Tchad, au moins 10 personnes ont été tuées le jeudi 25 mai dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud, selon le gouverneur local. Ces conflits meurtriers entre communautés nomades et sédentaires commencent à devenir récurrents dans le centre et le sud du pays, où de nombreux habitants sont armés. Les cultivateurs autochtones sédentaires accusent généralement les éleveurs nomades arabes de faire paître leurs troupeaux dans leurs champs. Comment la presse tchadienne a-t-elle traité cette actualité? Comment réagit-on sur place? Pour en parler, retrouvons en N'Djamena Ange Alaïssem de notre station partenaire FM Liberté. Bonsoir Ange. Bonsoir. Comment les médias locaux ont-ils traité ces affrontements entre éleveurs et cultivateurs? Que disent les hommes des médias dans les débats, analyses et commentaires? Bien, comme vous le dites, les hommes des médias au Tchad s'en tiennent toujours aux résultats, sinon au bilan provisoire des affrontements qui ont eu lieu, comme vous le dites. Là où le bas blesse, parce que les autorités communiquent peu sur la situation, parce qu'un journaliste ne peut que s'en tenir aux faits qui sont officiels. Malheureusement, les officiels parlent peu. Les éleveurs eux-mêmes ne se prêtent pas au micro des journalistes. Donc, on s'en tient aux résultats, sinon au bilan provisoire des affrontements. Et donc, on peut pas aller au-delà de ce dont nous disposons comme information. Et donc, tout ce que nous faisons, c'est que nous donnons seulement le bilan provisoire des affrontements. Et on ne peut pas analyser en profondeur, parce que si vous n'avez pas les deux parties en face, vous ne pouvez analyser. Donc, nous cherchons toujours à savoir quelles sont les causes, sinon les raisons de ces affrontements. Malheureusement, nous n'arrivons pas à trouver toujours ces réponses aux questions que nous posons souvent. Oui, Ange, les conflits agriculteurs-éleveurs sont de plus en plus récurrents. Est-ce que les solutions proposées par les autorités sont assez visibles et assez relayées par les médias? Et quel rôle pourraient jouer les médias pour apaiser ces communautés et résoudre ces conflits? Les solutions proposées par les autorités ne sont pas visibles parce que pour beaucoup d'auditeurs que nous discutons avec eux, ou bien pour beaucoup de témoins sur place dans les lieux d'affrontement, le pouvoir public semble être complice de ces éleveurs. Parce que on vous fait savoir toujours que ces éleveurs sont accompagnés, sinon sont protégés par les gendarmes qui sont censés ramener la paix, sinon faire la paix dans les communautés. Et
les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets sont toujours acquis à la cause de ces éleveurs. Et les agriculteurs sont laissés pour cause. On va faire des fouilles, on demande les armes, on ramasse les couteaux de jet. Ça veut dire que ces autochtones sont sans défense. Malheureusement, ce sont les éleveurs qui sont toujours protégés par les autorités sur place. Donc, ça veut dire que les solutions qui sont proposées par les autorités ne font pas de l'humanité et ça ne peut pas être visible malheureusement. Et donc ça ne fait que s'empirer parce qu'on arrête ces éleveurs, 2 jours après ils sont libres, ça fait qu'il y a l'impunité qui bat son plein. Et donc c'est difficile pour ces autochtones de pouvoir espérer un jour à une paix, à un retour de la paix. Malheureusement, les médias, ils ne peuvent rien parce que nous avons organisé des débats autour de ces conflits. Les gens nous disent que la seule solution, c'est qu'il faut diviser le pays parce qu'aujourd'hui, le Sud est pris d'assaut par ces éleveurs nomades arabes qui viennent envahir les locaux et tuer les gens et sans solution là-dedans. Donc, la seule solution, c'est qu'il faut diviser. Oui, merci il faut diviser le pays. Merci Ange. Je rappelle que vous travaillez pour FM Liberté, une station partenaire de VOA Afrique à N'Djamena. La note positive de cette édition, après avoir écouté un reportage réalisé par le service Bambara de VOA sur la pénurie d'eau dans le village de Sémégué-Sougou, dans le centre du Mali. Un opérateur économique malien a offert un château d'eau aux 10 villages. Une cérémonie a été organisée pour réceptionner le château d'eau. C'était en présence de Tidjani Ouedraogo, le correspondant de VOA. Voici son reportage. Ces bruits d'eau étaient rares dans ces villages à cause de la pénurie. Nous sommes dans le village de Sémégué-Sougou, cercle de Kourou. Les femmes très contentes devant les bornes fontaines à la recherche de l'eau et les hommes sous le tougna du village prennent le thé matinal. Ils sont visiblement satisfaits du tout nouveau château d'eau du village. Et pourtant, il y a de cela quelques mois, avoir de l'eau était presque un parcours de combattant dans ces villages. Oumou Poudjougo, femme du village, nous en parle un peu. Il était très difficile pour nous les femmes d'avoir de l'eau. On passait presque toute la journée devant les bonnes fontaines à la recherche de l'eau et on ne pouvait même pas travailler à la maison. Une crise d'eau qui affectait sérieusement les femmes car pour se procurer du sésame, il fallait se déplacer dans les villages voisins. Madina Poudjougo faisait chaque jour 5 km pour avoir de l'eau. Il fallait faire 5 km dans un village voisin pour avoir d'eau. Une fois de retour, l'eau était utilisée de façon rationnelle, pas de gaspillage. C'est ainsi que la VOA, ayant appris les difficultés des femmes de se procurer de l'eau potable, a décidé de faire un reportage sur la pénurie d'eau dans ces villages. C'était le 3 novembre 2022. Daouda Poudjougo était présent ce jour-là. Nous avons appris que la VOA fait ce genre de reportages et d'interviews. C'est ainsi que nous avons contacté le correspondant à Kourou. Et quand il est venu faire les reportages, aujourd'hui on peut dire que ça a été positif puisque nous avons mis les châteaux d'eau. Bassouri Silla, un opérateur économique installé à Bamako, après avoir suivi l'élément de reportage sur la VOA, a décidé d'offrir un nouveau château d'eau au village. Bourama Poudjougo, chef du village, ne pouvait imaginer mieux. Remercions tous ceux qui ont contribué pour que le village de Sémégué-Sougou puisse avoir un nouveau château d'eau, particulièrement à la VOA. C'est grâce à son reportage qu'un opérateur économique a vu sur les réseaux sociaux et puis il a décidé de nous offrir ces nouveaux châteaux. Merci aux donateurs aussi. Lors de la réception du tout nouveau château d'eau à Sémégué-Sougou, il y a de cela quelques semaines, la VOA a été accueillie en grande pompe par les femmes du village. Histoire d'être reconnaissante. Écoutons Oumou Dion. Nous remercions la radio. Grâce à elle, la crise d'eau est désormais derrière nous. Nous sommes très satisfaites et reconnaissantes. Notons enfin qu'un comité de gestion a été mis en place pour bien gérer les châteaux d'eau de Sémégué-Sougou. Tidjani Ouedraogo, VOA Afrique, Koro. Et c'est avec ce reportage qui donne du sourire à plusieurs personnes au Mali
que nous mettons un terme à cette édition de Focus Sahel. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leur expertise et leur point de vue. Enfin, je tiens à saluer tout particulièrement nos correspondants qui nous ont apporté les nouvelles fraîches de la région. Mohamedou Oumfa à ce micro, Fatouma Kalala Alimassi et Trésor Matondo ont assuré la mise en onde. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel. À très bientôt sur VOA Afrique. Au revoir.